Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. Deuxième rendez-vous de cette semaine, de cette nouvelle semaine de NFL, avec aujourd'hui un débat qui va porter largement sur l'arbitrage en NFL, mais plus précisément sur le dossier Aziz Al-Shaair qui a ému toute la NFL depuis maintenant une dizaine de jours. On va rappeler les faits, on va rappeler sa suspension, discuter aussi autour du personnage d'Aziz Al-Shaair. Et pour ça, on a avec nous Waik qui a fait une excellente vidéo sur YouTube que je vous recommande d'aller voir. Waik qui a tout de suite quasiment pris la défense d'Aziz Al-Shaair depuis le coup porté sur Trevor Lawrence. Salut mon Waik, comment ça va? Ça va très bien, ça fait 10 jours que je défends un joueur que je connais à peine, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais peut-être qu'un jour, il t'enverra un maillot ou un truc. Et là, franchement, il m'en doit une belle, hein, avec tout ce que j'ai pris comme insulte, hein, parce que, mine de rien, ah oui, dites-vous qu'on m'a insulté parce que j'ai défendu Aziz Al-Shaair. On en est là. Alors là, nous, on n'en sera pas là, loin de là. Non. Déjà, nous n'insulterons pas Aziz Al-Shaair et nous ne t'insulterons encore moins. Donc, ça, c'est comme ça, c'est réglé. Mais c'est intéressant parce que ça va apporter un autre son de cloche dans le concert qui a été celui de la suspension est normale, il aurait dû prendre plus, etc. Oui, qui apporte un vrai son différent et c'est toujours intéressant. Avec nous aussi pour l'équipe TFA, mon Yaya. Salut Yaya, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Très content d'avoir Jacques Vergès avec nous, l'avocat des causes perdues. Hein, donc. Voilà, ça promet. Hein. Et on a notre Vince. Purée. Salut Vince, comment ça va? Salut Flav, salut à tous, salut à toutes. C'est un honneur d'être dans ce podcast. Alors, je ne sais pas si tu m'as amené ici pour faire le penchant de Yaya, de Wake, ou pour ramener un peu de bonne foi dans ce podcast. Oui, c'est pour ramener ton expérience du terrain. Qui semble très... Voilà, quand j'ai vu la line-up, je me suis dit, aïe, 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 la mauvaise foi. Bon, on va partir là-dessus. J'annonce d'ores et déjà que Seb s'est complètement éclipsé de ce podcast. Il a dit non, trop de mauvaise foi pour moi. C'est l'avocat général pourtant. Il y a énormément de choses à dire et tu l'as bien dit. Le regard de Wake est très intéressant aussi, son point de vue est très intéressant et tous les points de vue sont bons à défendre. Et je rappelle aussi que on peut avoir son point de vue, on est en démocratie et ça ne sert à rien d'insulter ou de générer de la haine. De la haine sur des avis. On peut avoir son propre avis et encore heureux que l'on peut l'avoir. Alors, il y en a un, c'est plus facile à insulter que l'autre. Il y en a un qui est plus costaud que l'autre. On ne dira pas qui. Voilà. Et faites attention parce que Wake peut vous défoncer l'épaule si vous êtes trop méchant avec. Moi, même qui était gentil avec, j'ai déjà l'épaule en moins. Donc, c'est vous dire quand vous êtes méchant, ce qui peut advenir de vos membres et de vos membres supérieurs. Par contre, on parle de mauvaise foi, mais le seul mec de mauvaise foi ici, c'est Yaya. Oui, oui. Mais on parlait de Seb, on va quand même saluer Seb qui a pris un petit jour de congé dans sa longue saison NFL. Donc on salue notre Seb qui ne manquera pas, j'en suis sûr, d'écouter ces vifs échanges. On va donc parler d'Aziz Al-Shaair et puis on terminera ce podcast par les nouveautés en termes d'arbitrage notamment. Il y a eu le meeting de la Ligue qui a été qui a eu lieu ce mercredi avec des idées qui ont été défendues, notamment sur les reviews vidéo, notamment sur les alternatives à l'onside kick. Bref, on parlera de tout ça en fin d'émission. Mais on revient d'abord sur Aziz Al-Shaair, le cas du linebacker des Houston Texans qui a donc heurté, frappé, touché, vous choisissez le mot que vous voulez, Trevor Lawrence pendant le match entre les Texans et les Jaguars. C'était en week 13. Trevor Lawrence a subi une commotion cérébrale, il est resté inerte sur le terrain pendant quelques instants, s'en est suivi une mêlée générale. Aziz Al-Shaair a été éjecté comme d'autres joueurs, je tiens à le préciser, il n'était pas tout seul à être éjecté. Quelques jours plus tard, il a été sanctionné de 3 matchs de suspension. Il a décidé de faire appel. Un appel qui a été rejeté. Il est donc suspendu jusqu'à la week 18. Je crois qu'il revient en week 18 parce qu'ils avaient une bye week, les Texans. Donc c'est 15, 16, 17 pour sa suspension. Ça, ce sont les faits. Bon, avant de parler du personnage et tout, parce qu'encore une fois, Wake l'a très très bien fait dans sa vidéo, donc on va reprendre que les grandes lignes et on vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Avant de parler de ça, on va parler
de l'action en elle-même. On va vraiment rester sur l'action. Est-ce que pour toi, Wake, il y a faute d'Aziz Al-Shahir? Est-ce que la faute revient à Trevor Lawrence ou est-ce que c'est un petit peu partagé entre les deux? Alors, est-ce qu'il y a faute d'Aziz Al-Shahir? Oui, mais il y a faute parce que Trevor Lawrence slide trop tard. Et donc, oui, forcément, le plaquage d'Aziz Al-Shahir qui devait se faire à la base au niveau peut-être de la hanche, voire de la poitrine, se finit sur le visage. Et quand on plaque un mec aussi puissant qu'Aziz Al-Shahir arrive full speed et qui te plaque au niveau du visage, tu finis en commotion cérébrale. C'est aussi simple que ça. Donc la faute, oui, elle est là si on regarde les règles NFL établies par la Ligue, il y a faute. Je ne dis pas qu'il n'y a pas faute, je ne dis pas qu'il n'y a pas flag. Mais par contre, la personne fautive, et ça c'est la différence, la nuance à avoir sur ce jeu, à mon avis, la personne fautive, c'est Trevor Lawrence. Même question pour toi, Yaya. Est-ce que c'est 100% Al-Shahir, 100% Trevor Lawrence ou est-ce qu'on a du 50-50? Eh ben, je vais peut-être vous étonner, mais je suis d'accord avec notre ami Wake. Pour moi, effectivement, le fautif, c'est Trevor Lawrence parce qu'il aurait dû plaquer. Là où Slider, oui. Là où pardon. Là où il a la différence pour moi, c'est que oui, il doit y avoir expulsion, pas par rapport au fait qu'il y ait le plaquage, c'est la manière dont il plaque. Il y va pour vraiment pour le dégommer, c'est-à-dire il met le coude en avant et il met un grand coup de coude dans le casque. Et vu le bestiau que c'est, et il connaît sa force, c'est pour ça que derrière, c'est le côté dirty de la faute qui pour moi mérite la sanction. On peut discuter de combien de temps on va en discuter juste après, t'inquiète pas. Voilà, mais c'est vraiment du sale de chez sale. Donc moi c'est vraiment le coup de coude dans le casque pour sortir. Ça te rappellera tes plus grandes heures, toi, du côté du Gate. Oui, alors ne réagis pas tout de suite sur le côté Dirty Wake parce que j'ai une question pour toi là-dessus juste après, mais je veux l'avis de Vince aussi sur cette même question. Toi qui as joué au foot US, Vince, est-ce que pour toi la faute est sur le quarterback ou sur le linebacker? Alors déjà, il a rappelé que j'ai joué en France, pas dans des niveaux européens. T'es pas loin de la NFL, hein, quand même. J'ai joué, oui, non, mais bon, au maximum, j'ai joué en D2. Certes, c'est quand même un assez bon niveau, mais voilà. À 2 ligaments près, t'étais chez les Broncos, quoi. C'est ça, 2 ligaments près. Non, j'en ai eu 3, donc bref. Oui. C'est très dur pour un défenseur de s'adapter et c'est là où moi je vais aussi nuancer la faute que fait Al-Shahir. Il est en face de lui, il a un quarterback qui veut avancer avec le ballon et qui doit avancer avec le ballon, qui décide de slider au dernier moment et c'est pour moi la faute. Je vais même pas la mettre ni sur le QB ni sur le défenseur, je vais la mettre sur l'historique. Je vais le mettre sur l'historique qu'on a sur les slides, les fake slides. Je sais qu'on va en parler un peu plus tard, mais c'est tous ces jeux-là, cette histoire de protéger, surprotéger les QB, qui fait que maintenant les QB s'en sont servis et ont essayé de profiter de cet avantage qu'ils ont pour avancer encore plus. Je ne dis pas que Trevor Lawrence n'aurait pas dû slider plus tôt, parce que c'est le cas, il aurait dû le faire. Je ne dis pas que Al-Shahir aurait dû plaquer plus juste, parce que c'est clairement le cas, il a plaqué vraiment dirty, comme l'a dit Yaya. Pour moi, je suis assez d'accord de manière générale sur la suspension qu'il a eue sur l'éjection et sur la suspension. J'aurais même mis un petit peu plus, on en a parlé, parce que c'est le côté dirty, le coude, moi qui remonte dans le casque, me dérange beaucoup. Et quand j'ai été coach aussi au football américain et je suis désolé, j'ai appris tout le temps à plaquer avec les bras. On ne plaque pas avec le casque, d'une raison pour protéger l'attaquant qui se fait plaquer, deux pour se protéger soi-même. Ça peut faire beaucoup mal au cervical, c'est beaucoup trop dangereux. Mon cher Wake, est-ce que c'est un dirty play et est-ce que Aziz Al-Shahir, et ça je connais ta réponse parce que c'est dans la vidéo, est un dirty player? Alors c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Je rappelle qu'Aziz Al-Shahir joue linebacker.
middle linebacker. Donc, c'est le poste par essence où tu dois faire mal. Tu es payé pour punir les attaquants qui viennent dans ta zone. Littéralement, hein, c'est dans la job description des gars. Ils sont payés pour punir les mecs qui viennent dans leur zone. Rappelez-vous, Ray Lewis, hein, Yaya, il se souvient de Ray Lewis au Super Bowl face aux Giants hein, à l'époque, où il a littéralement pris l'âme de tous les receveurs qui venaient dans sa zone. Hein. Il a aspiré leur âme. Ben, comment? En plaquant durement. Parce que là, linebacker, ça fait quoi? Ça plaque durement. Alors, est-ce que c'est beau à voir? Je ne dis pas que c'est beau à voir. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est triste que Trevor Lawrence ait une commotion cérébrale? Bien évidemment. Mais malheureusement, c'est un jeu et un sport violent. Si on ne veut pas que le foot américain soit violent, il y a une alternative, le flag. Ça, c'est possible. Vous ne voulez pas vous faire mal en prenant des plaquages, faites du flag. Si vous faites du foot américain, c'est un joueur de flag hein, qui vous dit ça en plus. Oui, en plus, littéralement. Si vous, parce que j'ai jamais été assez fou, hein, excuse-moi Vince, ou courageux pour faire du foot américain. C'est l'un ou l'autre, hein, en fonction de. Mais jamais été assez courageux, on va dire courageux pour être, pour politiquement correct, pour faire du foot américain. Mais en vrai, c'est le sport qui veut ça. C'est un sport violent. Et donc, il y a des actions violentes et des plaquages violents. Après, encore une fois, la suspension, pour moi, elle est complètement hallucinante, invraisemblable. Donc, en fait, tu vas pénaliser un mec parce qu'il a fait son job. Ah, c'est littéralement ça. Tu pénalises un mec qui fait son travail. Voilà. Ouais, mais t'as vu. Donc, après, alors, où il plaque? Ben ouais, mais où il plaque? Il est vulnérable. Non, je suis désolé. Trevor Lawrence, il fait 1m98. Il arrive full speed. Deuxième et 7. Il arrive full speed. Le travail d'Aziz Al-Shaair, c'est quoi? L'empêcher de prendre la première tentative. Parce que je rappelle, les règles du foot américain, c'est quoi le but au foot américain? D'obtenir un first down. C'est ça le but du foot américain. On sait qu'on pense au touchdown, mais à la base, le foot américain, le but, c'est d'obtenir le first down. Et Aziz Al-Shaair, c'est quoi son métier? C'est d'empêcher d'obtenir le first down. Donc, il défend. Il fait son métier. Littéralement, il fait son job. Là, on ne peut pas être dans plus littéral que ça. Il fait son job. Le mec qui arrive en face, il fait 1m98, 100 kg de muscles, il slide au dernier moment. Gros, tu fais 1m. S'il avait slidé 2 yards plus tôt, Aziz Al-Shaair lui serait passé par-dessus et on n'aurait rien vu. Il a slidé 2 yards trop tard et il s'est pris une fusée en pleine face. Gros, c'est ouais, mais je suis désolé. Le fait de mettre le coude droit dans le casque. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Justement, il faut peut-être arrêter de le faire. Allez. Alors, les mecs, ils n'ont plus le droit de plaquer haut. Ah si, non, mais est-ce que tu es obligé de plaquer avec le coude en avant? C'est ça la question. Non, mais est-ce qu'un défenseur peut juste défendre? Non, mais après. Et attends, on a dit ça pendant des années de ta franchise et ton quarterback ton quarterback prenait ça et là, tu disais quoi? Oui, alors ça c'est vrai. On va y revenir tout à l'heure parce qu'on va parler des réactions des autres, des réactions au sein de la ligue. La réaction de Tom Brady, franchement, parfait. Je me ferais petit. Parce que, parfait. On y reviendra, mais le mec qui pleurnichait sur les roughing de passeurs à chaque fois qu'il se faisait toucher un orteil. Mais il est dans son rôle sur le terrain. C'est normal, et qui vient dire que là c'est normal, voilà. On lui aurait fait la moitié, il aurait réclamé une éjection pendant 3 ans. Donc, mais évidemment, c'est le jeu. Quand tu es sur le terrain, tu essaies d'avoir tous les calls que tu peux avoir. Oui, mais là, sauf qu'il est plus sur le terrain, donc il peut la fermer. Non, maintenant il est analyste, il est payé pour donner son avis. Et il a donné son avis. Il a un avis très juste. Il a un avis. On en reviendra sur la justesse du truc. Mais il a un avis. C'est déjà ça. C'est déjà ça de prix. Non, mais après, tu vois, je vais faire une analogie avec le soccer, mais tu vas me dire, le job d'un défenseur, c'est de défendre. Ok? Est-ce qu'il est obligé de tacler avec les 2 pieds décollés du sol au niveau du genou? C'est pas du tout l'équivalent, là. C'est... Non, mais au moins je te le dis. Oui, mais il a défendu, il a empêché le mec de marquer. Wake est certainement de mauvaise foi, j'allais dire, et peut-être de mauvaise foi. Mais non, Wake est certainement de mauvaise foi, je suis d'accord. Mais pour autant, il a raison sur un point. Le but du football américain, c'est de faire un premier down, d'arriver à faire ce first down. Et comment on y arrive? Forcément en gagnant des yards. Si jamais tu plaques quelqu'un comme au rugby, on plaque au niveau des jambes, la personne qui se fait plaquer au niveau des jambes, elle arrive encore à avancer. En tombant, elle arrive à gagner encore 2 yards, elle arrive à gagner 3 yards. Si tu gagnes 2-3 yards sur chaque tentative, mais tu as ta première tentative et c'est tout. Donc en fait, le but du football américain, c'est de plaquer, mais d'arrêter instantanément l'action. Net. De bloquer la balle. Quitte, et j'y vais même aller plus loin, de provoquer un fumble. C'est l'objectif ultime du défenseur. Ouais. Donc là-dessus,
sur le rôle de l'outside linebacker ou du middle linebacker, je suis assez d'accord avec Wake là-dessus. L'objectif, c'est de faire mal, de marquer les esprits de par sa rapidité, de par sa présence au moment de l'impact, et de montrer aux défenseurs qu'on est là et qu'on sera toujours là, que le défenseur il sente le souffle dans le dos. Le problème pour moi ici, c'est qu'on est devant un choc frontal que la NFL déteste parce qu'ils ont essayé de le proscrire de toutes les situations. On va certainement en reparler, mais par exemple sur le kick-off, on a bien vu que le nouveau kick-off, c'est aussi pour éviter ces chocs frontaux. Et bien là, on est sur un choc frontal où un QB descend trop tard et le gars arrive très rapidement et en plus, je suis désolé Wake, mais je te suis pas là-dessus. Pour moi, c'est un dirty play parce que le coude n'a rien à faire ici. Et surtout, il est vulnérable. Il est vulnérable. Qu'il soit vulnérable à la limite. Il s'en va de sa poche, donc il est vulnérable. Il s'en va de sa poche, il glisse, donc il a plus d'appui, donc forcément il est vulnérable. Après, il faut bien se rendre compte que ce sont des machines de guerre. À ce niveau-là, une demi-seconde, ça peut tout changer. Donc, c'est pas que ça peut tout changer, c'est que littéralement ça change tout. Surtout que, encore une fois, tu as un défenseur qui est dans une situation où il doit prendre une décision en une demi-seconde. Il voit un mec arriver full speed qui est sur le point d'en prendre une première tentative. Encore une fois, lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de défendre la première tentative. Il n'essaie pas de le tuer, Trevor Lawrence, c'est pas son but. Son but, c'est d'empêcher de gagner les yards qu'il doit gagner. Là, c'était en 2e et 7, donc de gagner les 7 yards. Donc à partir de ce moment-là, il doit prendre une décision. Est-ce qu'il plaque? Est-ce qu'il plaque pas? Patrick Mahomes a fait exactement, et dans ma vidéo, vous le voyez, vers la fin de la vidéo, je ne vais pas vous donner les minutes parce que je n'ai pas vérifié. Patrick Mahomes fait exactement 8-9. Il fait exactement, mais en plus je crois que tu as raison. Patrick Mahomes, il fait exactement la même action que Trevor Lawrence. Donc il arrive, il piétine un petit peu, et puis lui par contre il ne slide pas. Et il va chercher la première tentative, même plus, il va chercher 2-3 yards après la première tentative. Parce que le linebacker, il s'est dit quoi, le linebacker des Lions à l'époque? Eh ben je ne vais pas le plaquer. Parce qu'il pensait qu'il allait slider. Et finalement, il n'a pas slidé. Donc, est-ce que ça ressemble à du foot américain quand tu vois un mec qui fake slide, je sais pas quoi, et qui prend 15 yards? Non, ça ressemble à rien. C'est comme Patrick Mahomes quand face aux 49ers plutôt cette saison. Il est bord de touche, et puis je sors pas. Je vais prendre 30 yards. Non, c'est pas du foot américain, les gars. Foot américain, je suis désolé. Non, mais là-dessus, on est d'accord. Tu te fais punir. Enfin, tu te fais punir. Après, en plus, là, le point, il est important. On protège déjà assez les quarterbacks quand ils sont dans leur poche. On les protège déjà assez. Toutes les règles sont en leur faveur. Absolument toutes les règles. Il n'y a pas une règle qui n'est pas en faveur du quarterback. Quand tu es en dehors de la poche, s'il vous plaît, on vous a déjà protégé dans votre poche. Maintenant, quand vous sortez de la poche, c'est à vous de vous protéger, les gars. C'est pas aux défenseurs. C'est pas leur métier de protéger le quarterback. C'est au quarterback de se protéger lui-même. Tu es responsable de ce qui t'arrive à toi. Donc, si tu sais qu'il y a un mec qui est là et qu'il a pour objectif de te couper la tête, eh ben, tu n'y vas pas. Et oui, Jamy, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, je vais prendre l'analogie de la fosse au lion. Tu es une fosse au lion, t'es au parc de Beauval. T'es aux eaux de Beauval. Ou dans un autre zoo. C'est toujours une mauvaise idée, de toute façon. Est-ce que tu vas sauter dans la fosse au lion? Non. Est-ce que c'est triste si tu sautes dans la fosse au lion et que tu meurs? Oui, c'est triste, mais tu l'as cherché. Oui, mais toi, tu vas dans la fosse au cougar. Argument imparable. Hein. Oui, ben là, argument. Alors, bon, en fait, il y a un truc. Lui, c'est un malade, lui. Hein. Il fait l'interner. C'est ce qu'on essaye de faire depuis 2 ans maintenant. C'est 3. Non, moi, il y a un truc, tu vois, c'est que cette semaine, quand Tua est parti, tout le stade a retenu son souffle, même les défenseurs se sont retenus, tu vois. Tu parles de toi? De Tua Tagovailoa. Ok. Et là, tu vois, il a slidé bien en avant. Le défenseur, il a touché après. Moi, je suis désolé. Là, le cas que tu donnes, Al-Shahir, à un moment, tu vois qu'il change de trajectoire pour le taper. Et tu as moyen de toucher le quarterback et stop. Ah, attends, donc en fait, tu vas te dire. Je n'ai pas les mec... images, mais il y a Wake qui fait des grands yeux. Non, mais c'est incroyable. On est dans une multiverse là. Donc là, on est en train de me dire que le mec, dans une demi-seconde, va se dire alors en fait, je crois qu'il va slider, mais s'il slide pas, je fais quoi? Mais en fait, peut-être qu'il ne va. Non,
Gros, tu es dans une demi-seconde, tu n'es pas là pour te dire qu'est-ce qu'il va faire lui, tu es là pour te dire qu'est-ce que je vais faire moi. Et moi, ce que je vais faire, c'est de l'empêcher d'avancer. C'est tout. Après, c'est à lui d'organiser son corps pour ne pas se prendre un coup au niveau de la tête. Je sais pas, enfin, au bout d'un moment, tu sais qu'il y a une barre qui arrive, mais tu fais quoi? Tu baisses la tête? Tu vas pas te prendre la branche en pleine tête? Mais là, il pouvait pas la mettre plus basse, la tête. Elle était par terre. Il n'avait pas prévu la branche, là, je crois. Alternative, tu plonges la tête la première. S'il plonge la tête la première, il se prend pas à Al-Shahir. Ça, c'est clair et net. Oui, enfin, on a reproché à Jaden Daniels dans les premières semaines de compète de plonger la tête en avant. Alors, si tu plonges la tête en avant, tu ne plonges pas la tête en avant au niveau de l'adversaire. Tu plonges tu plonges littéralement. Tu vas vers le sol. Tu vas pas au niveau de l'adversaire. Enfin, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Est-ce que le plus simple, c'est la survie de base. Est-ce que le plus simple dans tout ça, ce serait pas finalement d'interdire le fake slide? Le slide tout court en fait devrait être interdit. En vrai. Non, le slide, tu peux pas l'empêcher parce que c'est une manière au QB de se protéger aussi. Sinon, dans ce cas-là, tu oublies quasiment toutes tes courses QB. Donc, le slide, tu peux l'autoriser, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, le fake slide, pour moi, ça, c'est un gros problème. Effectivement, là, les QB en abusent et surabusent de ça. Wake l'a très bien expliqué, ils sont hyper protégés. Oui, alors, je précise juste, Vince, qu'on ne dit pas ça parce que les images qui ont beaucoup tourné, c'est celle notamment, comme dans ta vidéo avec de Patrick Mahomes, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit Patrick Mahomes. Ah non, n'importe quel quarterback. Alors, le pire de tout, c'est Josh Allen en playoff l'année dernière face aux Steelers. J'allais dire Josh Allen, Jalen Hurts l'a fait aussi. Non, je tiens à préciser parce que les fans des Chiefs sont parfois un peu tatillons. Non. Les fans des Chiefs qui suivent le foot américain depuis 2 ans, quoi. C'est bon. Dis le fan des Patriots depuis les années 2010, quoi. Non, mais attends. Bah, ça fait un peu plus que 2 ans, quoi. T'imagines si Yaya a dû voir les Giants gagner le temps que ça fait qu'il est supporte. Mais toi, tu parles, Yaya, t'as suivi les Giants quand ils ont gagné le Super Bowl en 90? En 91, ouais, tout à fait. En 61, ah bah non, il n'y avait pas le Super Bowl. À l'époque, le roughing the passer, t'avais un appui, ça veut dire que quand il lançait la balle, le quarterback, il avait le droit à un appui et aller frapper le quarterback. Il n'était pas protégé du tout. Les gars, à part Randall Cunningham, il n'y en a aucun qui courait. Hein. Et Randall Cunningham, il se faisait péter la jambe à span 1 en général. Non, mais encore une fois, c'est ça. Je dis pas qu'il faut pas protéger le QB dans la poche. Pourquoi pas? C'est dans l'intérêt du jeu et du spectacle, entre guillemets, que le quarterback soit protégé dans sa poche. Pourquoi pas? Vous l'avez dit en me taquinant, mais vous avez raison. Depuis Tom Brady en 2008, on ne plaque plus le quarterback au niveau du genou dans sa poche. Bon, pourquoi pas? C'est pas Tom Brady qui a demandé que la règle soit changée, mais la règle a été changée, en tout cas, à cause de lui. Bon, c'est un fait. Maintenant, on peut même plus plaquer le quarterback il faut le déposer gentiment, tu vois. Il faut le déposer gentiment par terre, sinon c'est 15 yards de pénalité. Enfin, au bout d'un moment, les mecs, déjà dans la poche, ok, c'est la poche de protection, comme ça s'appelle. Après, quand tu sors de la poche de protection, t'es plus protégé, puisque t'étais plus dans la poche de protection. Enfin, c'est la sémantique de base, hein. Mais si t'es plus dans la poche de protection, on te protège plus. Il faut pas oublier ce qu'a dit Wake au tout début, qui est vrai. C'est que si le QB sur cette action ne slide pas, le plaquage est rude, mais il n'y a pas de commotion. Le plaquage, il est au niveau des hanches. Peut-être au niveau du torse. Mais c'est un plaquage tout à fait légal, quoi. C'est un plaquage légal. Le geste est légal. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, après, encore une fois, moi, ce que je reproche, c'est pas le plaquage, c'est l'intensité et le geste du bras. Que ce plaquage soit fait sur un QB, sur un running, sur un receveur, sur un tie-end, peu importe, pour moi, il est pénalisable parce que c'est un unnecessary roughness. Voilà. Le problème, c'est que le QB descendant, on surprotège les QB. Le fake slide, je vais prendre la défense de Wake encore là-dessus, mais imaginez une seconde que ça soit un fake slide qui se relève et qui reparte et qui défend et qui loupe son plaquage. Mais qu'est-ce qu'on dit de Al-Shahir? Qu'est-ce qu'on lui dit? Il est là pour faire son job, pour empêcher le premier down. Donc non, il a raison d'y aller. Le problème, c'est l'intensité qu'il y met et ce fameux bras qui, pour moi, est vraiment problématique puisqu'il atterrit vraiment dans le casque. Après, pour répondre à l'intensité, excuse-moi Yaya, pour répondre à l'intensité, Vince, c'est un match de division. Les deux équipes sont pas en forme, même si les Texans sont en tête de division. Bon, voilà, ils sont pas, c'est pas les Texans de l'année dernière, très clairement.
C'est un match qui est important. À ce moment-là du match, le match il est serré. Enfin, il y a tout ça. Et puis tu joues. Vous allez C'est peut-être me prendre pour un un rival de fou. division, tu l'as dit, c'est de la Et puis, division. et puis, Sans et puis- division, ça serait peut-être pas arrivé. et puis même, tu joues sous une chaleur, la chaleur de Jacksonville. La chaleur aussi, c'est un élément pour la nervosité et l'intensité des matchs. Faut pas non plus le négliger. Hein, quand tu joues, quand il fait chaud, tu es plus nerveux que quand il fait froid. Ça, c'est Oui. physique. Ouais, Et mais puis- il y a quand même la piscine du côté de Jacksonville. Hein, donc, Ça permet mais- de rafraîchir le moteur. Mais ça, c'est pour les VIP. Je pense pas que les joueurs soient dans le VIP quand ils sont sur le terrain, si tu veux, dans le principe. Mais voilà, il y a tout ça, tous ces éléments à prendre en compte sur l'intensité du plaquage. Ça, je ne nie pas que le plaquage, il est dur. Mais il aurait pu plaquer plus gentiment. Hein. Mais je vois pas pourquoi on demanderait à un linebacker de plaquer plus gentiment. Enfin, je sais pas, hein, moi. Après, pour le fake slide, le truc qui va être qui est difficile, c'est de le juger aussi pour les arbitres, parce que des fois, enfin, il y a le cas de Patrick Mahomes qu'on a vu souvent dans les vidéos où c'est évident, mais il y a des fois où tu as l'impression qu'il fait un demi-pas, où il hésite même lui-même à slider ou pas slider. Est-ce que là l'arbitre va flaguer, va pas flaguer? Tu vois, ça va nous ramener encore des dizaines de discussions arbitrales sur ah bah on a sanctionné Josh Allen mais pas Patrick Mahomes, c'est joué d'avance, tu vois. C'est comme le hip drop tackle qui est sanctionné depuis cette année, et finalement t'en as beaucoup qui sont pas sanctionnés, tu vois. Mais tu fais bien de le dire, c'est un élément de plus pour mon argumentaire. On a enlevé un plaquage, un type de plaquage aux défenseurs. Donc maintenant, ils peuvent même plus plaquer d'une certaine façon parce que, soi-disant, ça blesse les joueurs. Sérieux, quoi. Les mecs, ils vont, au bout d'un moment, ça va vraiment, littéralement, être du touch football. Littéralement, on pourra plus plaquer qui que ce soit. Alors, pour notre ami Al-Shahir, parce que c'est une donnée importante, et Wake le fait une nouvelle fois très bien dans sa vidéo, mais tu lis une partie de la lettre qui a été envoyée par la NFL à Aziz Al-Shahir sur pourquoi est-ce qu'il a été sanctionné. Et on parle à un moment dans cette lettre de gros de récidive. On le fait passer pour quelqu'un qui a souvent eu ce genre de choses. Alors, il y a une petite erreur dans ta vidéo, mon cher Wake. Tu dis qu'il n'a jamais été sanctionné pour unnecessary roughness, ce qui n'est pas vrai. Il a été en week 2 cette année. Il a été une fois dans sa carrière. Bon, mais je vais te faire crédit de tout le reste. J'ai le détail des pénalités d'Aziz Al-Shahir. Depuis qu'il est arrivé en NFL en 2019, il a eu... Le procureur est là, monsieur. Non, mais 10 pénalités. 10 pénalités depuis 2019. Et quand je vous dis les pénalités, c'est roughing the passer, taunting, un hors-scholar tackle, un face mask, 3 contacts illégaux et un unnecessary roughness. Donc voilà, il n'y a pas non plus de... Voilà, hein, 10 pénalités en 5 ans. 10 pénalités en 6 ans, du coup. En 6 ans, NFL, bon, ça va. Bon, alors il n'a pas beaucoup joué les deux premières saisons. La première saison, ouais, il n'a voilà, pas trop joué. Voilà, mais... on va dire qu'en 4 ans, 10 pénalités, ça fait 2 par an. Hein, c'est 2,5 par an. C'est pas énorme. On peut pas dire que c'est un multirécidiviste non plus. Il a été mis à l'amende, je crois, une fois ou deux, en tout et pour tout, dans sa c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il est mis à l'amende, là. Voilà. Donc, c'est pas un multirécidiviste. Tu parlais de Vontaze Burfict, notamment dans ta vidéo. On n'est pas sur le même niveau de garçon, là, quand même. Faut raison garder. Aziz Al-Shahir, ça reste un cran nettement en dessous des pires dirty players qu'on a connus en NFL. Ah, clairement, c'est Vontaze Burfict et lui sont même pas sur la même planète. Tu vois, ils sont même pas dans la même galaxie. On a un, on en rigole. Après, Vontaze Burfict, je suis pas là pour dire que c'est quelqu'un de mauvais. On a pris lui, on pourrait prendre l'autre. Hein. Non, mais je suis même pas en train de dire que c'est quelqu'un de mauvais, puisque la personne, Vontaze Burfict, visiblement, était beaucoup appréciée de ses coéquipiers dans les vestiaires où il était. C'est quelqu'un d'apprécié. Donc, c'est pas la personne que je juge, c'est le joueur. Et le joueur, Vontaze Burfict, a perdu des millions de dollars à cause des pénalités qu'il s'est prises. Donc oui, on n'est pas du tout sur le même type de joueur. Là, Aziz Al-Shahir, c'est juste un linebacker lambda NFL qui joue comme tout linebacker en NFL. Trouve-moi un linebacker en NFL qui n'a jamais été pénalisé, qui n'a jamais été mis à l'amende. Ça n'existe pas. Oui. Ou alors c'est pas un bon linebacker. Non, mais littéralement, c'est pas un bon linebacker. Littéralement. Et après, pour en venir à un truc que disait Vince aussi, la suspension en soi, elle est complètement folle. Par contre, le fait qu'il soit éjecté du match, après, c'est mérité. Enfin, pas par rapport au hit,
Mais par rapport à oui, après c'est la bataille générale qui la bagarre générale. D'ailleurs, ils sont trois éjectés. Je pense que le fait qu'il en rajoute après, qu'il enlève son casque et qu'il essaie d'y retourner, qu'il essaie de provoquer, malgré le coup qu'il a fait, je pense que ça a joué sur le coup sur la suspension de 3. Alors ça a peut-être joué sur la suspension, mais je trouve que ce serait idiot aussi parce que quand tu regardes bien. Une fois qu'il plaque le quarterback, après la réaction des Jaguars, est-ce que tu peux leur en vouloir? Non, puisque leur quarterback se fait durement plaquer. Ils viennent à la défense de leur quarterback. C'est ce qu'il explique lui-même. D'ailleurs, dans la lettre qu'il a, enfin dans le post sur les réseaux sociaux qu'il a fait le lendemain de cette action contre Trevor Lawrence, où il dit je comprends parfaitement la réaction des coéquipiers de Trevor Lawrence qui sont venus défendre leur quarterback, et on aurait fait tous pareil si ça avait été le quarterback. Tout à fait. Donc là-dessus, il dit après tout le monde a dit que ses excuses sur les réseaux sociaux n'étaient pas sincères. Parce que c'est un mauvais joueur, etc. Enfin, c'est un dirty player, etc., etc. Moi, je n'enlève à personne la légitimité de ce qu'ils disent. Non, c'est sûr. Pour juger si il ment ou il ment pas, ou si c'est sincère ou si c'est pas sincère. Ça, il y a que lui qui le sait. Donc, il faut pas confondre dirty player avec player dur. Ouais. Et c'est important quand même de faire bien la différence. Moi, je vais prendre mon petit exemple à moi, à mon niveau, mais c'est vrai que quand je suis arrivé en 2-2 et qu'il a fallu que je capte des ballons et que je me fasse plaquer, je peux vous assurer que moi qui jouais en régional avant, je me suis dit mais je vais me faire désosser. Et le premier coup que j'ai pris, fait désosser d'ailleurs, hein, puisque tu n'as plus d'os. Je me suis fait désosser. Je me suis fait vraiment, je me suis pris un énorme plaquage. C'était sur une hook, donc en plus j'avais vraiment le dos contre le défenseur. C'était une hook en plein milieu du terrain. Le plaquage était dur, mais il était propre. Et je peux vous garantir que j'ai eu beaucoup plus mal avec des plaquages non maîtrisés dans des niveaux plus bas que contre des plaquages maîtrisés, mais très durs, au niveau plus élevé. Et ça, c'est une réalité dans tous les sports. Tous les sports, ils vous le disent. En France, on suit beaucoup le rugby. Il faut voir les plaquages qu'il y a dans les niveaux bas du rugby. Dans les niveaux hauts, les plaquages, ils sont costauds, mais ils sont maîtrisés. C'est la grosse différence qu'il y a entre un dirty et un hard player. Ah oui, tout à fait. Après, tu parlais de rugby. En fait, le truc, c'est que y a des mecs qui sont en retard et qui veulent rattraper, qui se jettent et tout ça. Et donc, du coup, le coup est beaucoup plus dur. En plus, tu es moins protégé parce que tu fais moins de musculation. C'est pas ton job. Donc, du coup, tu es plus exposé. Et c'est aussi pour ça. Donc là, c'est effectivement, on est sur des sportifs professionnels. Moi, malgré tout, je comprends les arguments de Wake, ils sont tout à fait entendables. Moi, ce qui me gêne, encore une fois, c'est pas le plaquage et le fait qu'il lui tombe dessus. Ouais, ok. Moi, je dis let's go. Par contre, que le coude et il y a un mouvement du coude, parce que tu vois, moi je suis un basketteur et je peux te dire que mes coudes, je m'en suis servi un paquet de fois. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur aussi. J'étais toujours le plus petit. J'étais toujours le plus petit à aller machin. Je peux te dire que dès que je pouvais dézinguer un gars, je me servais de ça. Et là, très clairement, ben voilà. Faut vraiment contextualiser tout ce que tu dis. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu une coupure de réseau dans son podcast pendant 20 secondes. Tu vois. Si jamais ça a coupé et que ça reprend à ce moment-là. Franchement, Yaya, on veut vraiment pas savoir ce que tu fais de tes coudes. Hein, je te le dis. Non, mais après, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi, Yaya. Le mouvement du coude est vraiment pénalisable, et moi c'est ça que je pénalise. Ouais. Et c'est ça parce que c'est là où je me dis il veut faire mal. Et que il veut non, mais il veut pas faire mal. Il veut le sortir du match. Il veut lui mettre la commotion. Non, moi je pense pas qu'ils veulent lui mettre la commotion. Par contre, est-ce qu'il veut lui faire mal? C'est son métier. Hein. Mais oui, je pense pas qu'il veut lui faire mettre la commotion. Il veut aussi peut-être forcer la fumble. Mais pour en revenir donc à la suite, tu mets pas le coude, tu mets pas le coude. Franchement. Non. Plus tu essaies de lui traverser le corps. J'aurais dû inviter Dawson Tales dans ce podcast. Il nous aurait expliqué ce que c'est qu'un linebacker. C'est ça, ou Digan, ou Davidson La Rochelle, J.A. Eustache, peu importe ceux qui jouent chez les Mousquetaires. Mais tu essayes de le traverser, l'attaquant.
quand tu es défenseur et que tu le plaques, tu essaies d'aspirer son esprit, comme faisait Ray Lewis, hein, l'exemple parfait. Tu essaies de lui aspirer son âme. C'est ce que tu essaies de faire en tant que linebacker. Tu aspires l'âme de tous ceux qui viennent dans ta zone, comme ça, quand ils y viennent pas. Hein, Sean Taylor, attends, il y en a un mec des Broncos, Steve Atwater, ça doit te parler, Vince. Dion, c'est comment il s'appelle, Brian Dawkins, le gars des Eagles. Ça doit te parler, Yaya. Enfin bref, ces mecs-là, ils aspiraient ton âme. Là aujourd'hui, ils pourraient pas jouer à NFL. Oui, mais attends, là, ok, mais dans ce cas-là, on revient au sport dans les années 90 où les gars, maintenant, ça fait des Aaron Hernandez et des Schumacher. Voilà. Non, mais je dis pas qu'il faut revenir à ça, mais je dis que là, il fait juste son métier. Après, est-ce que tout ce qui s'ensuit est dommageable? Bien sûr. Après, il se fait exclure parce que voilà, il s'énerve parce que vous imaginez un mec vous saute dessus par derrière. Enfin, tu le connais, tu sais pas d'où il vient. Ouais, ça va t'énerver. Moi, ça me chauffait. Moi, un mec qui vient me taper par derrière que je le vois pas venir. La dernière fois, tu m'as tapé par derrière. J'ai pas fini comme Al-Shahir. Hein. Bon, c'est parce que j'avais peur aussi, d'accord. Oui, parce que t'es pas assez costaud. Oui, et pourtant, Dieu sait que c'est pas un poids lourd. Non, mais en fait, Yaya et Vince, faut que je vous avoue pourquoi je lui ai fait ça. Il m'a laissé galérer avec mon sandwich et les bières et les boissons. Alors, le mec, on va chercher des boissons et puis il retourne sans les boissons, sans le sandwich et moi je suis là en train de tout porter tout seul. Je fais le tour du stade de Hainaut solo avec des boissons et des sandwichs. Alors, on va faire une parenthèse dans ce podcast parce qu'il faut que je vous raconte toute l'histoire parce que là c'est pas contextualisé. J'ai accompagné effectivement Waïk à la buvette et ça va intéresser tout le monde pendant ces 2 prochaines minutes. J'ai accompagné effectivement Waïk à la buvette, mais Bertrand m'a appelé parce qu'il avait un petit problème. On n'était pas accrédité pour aller sur la pelouse. Il devait aller aux toilettes. Et Bertrand me dit, je suis avec Peter Anderson et Benjamin Bernard à côté de Marcangelo Souma sur la pelouse. Et ce qui n'était pas autorisé parce qu'il s'était perdu dans le stade du Hainaut. Donc je suis allé le sauver, Bertrand. Voilà la vérité. Mon œil, ouais. Et Peter pourra confirmer et plein d'autres pourront confirmer. Et du coup, Wake a mangé ton sandwich? Non, parce qu'il m'a même pas ramené de sandwich. Mais bon, ça c'est un truc de famille, que ce soit Yaya, Charles ou Wake, de toute façon, c'est tous des pains. S'il n'y en a pas une, tu ramènes des boissons pour les autres. Alors, c'est faux. Moi, je t'ai demandé. Non, mais moi, je te demande et j'ai demandé à toute ta famille si vous voulez boire quelque chose. Tu veux dire, ça va aller. Heureusement que j'ai une épouse délicieuse qui a ramené des frites pour tout le monde. Bref, nous en resterons là. Juste pour revenir sur les linebackers, parce qu'il y a un qui parle de football américain ici, je suis désolé. C'était tout ça s'est passé pendant des matchs de foot américains. Pour revenir un peu sur les linebackers, je vais citer moi un que je connais très bien et que beaucoup connaissent forcément, mais Von Miller était loin et toujours loin d'être quelqu'un de très aimable sur un terrain. Oh, c'est un enfant. Quand il peut venir désosser un attaquant, il viendra désosser un attaquant. Sachant que lui, c'est le rôle d'un linebacker. Alors oui, effectivement, lui, en plus, il a plus le rôle de pass rusher, donc c'est un peu différent. Mais c'est pour autant, c'est plus un outside linebacker, c'est pas un middle linebacker. Mais voilà. Non, c'est vrai que, mais par contre, lui, il a dû s'adapter parce que les règles ont changé pour les quarterbacks. Quand ils doivent saquer un quarterback, il ne doit pas le saquer trop guidement. Sur le pass rush, oui, il s'est beaucoup adapté, lui. Mais j'ai pris l'exemple de Von Miller parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde et c'est un des linebackers qui est le plus connu de ces dernières décennies, puisqu'en plus, il était MVP du Super Bowl avec les Denver Broncos, je le rappelle. C'est juste pour placer ça, en fait. Mais c'est comme Eli Manning, tu vois. Non, pas ça. Non, pas ça. Tu parles, Wake, dans ta vidéo, et ce sera peut-être la dernière question sur Aziz Al-Shaair, tu parles d'une campagne de démonisation d'Aziz Al-Shaair. Est-ce que, on va sans faire dans la polémique inutile, mais est-ce que pour toi, si c'est un autre joueur contre un autre quarterback, est-ce que ça donne les mêmes résultats? À mon avis, non. Je sais pas d'où. La campagne de démonisation, elle sort vraiment de nulle part. On en a fait tout un plat de ce plaquage-là. Alors, admettons, je veux même qu'on admette que c'était un dirty play, etc. Pourquoi pas? Il y a une commotion, ok, pourquoi pas? Et que c'est de la faute d'Aziz Al-Shaair, qu'il est 100% coupable, ok. On aura besoin de faire tout ça derrière.
Le mec, il a une famille, le mec, il a une femme, il a des enfants, il a une mère, il a un père, il a des frères, il a des sœurs, il a des gens qui s'inquiètent pour lui. Et là, on est en train de l'assassiner médiatiquement. Mais c'est un assassinat médiatique. On est en train, en plus aux États-Unis, parce qu'ils sont forts les Américains pour être dans le contraste et dans la contradiction totale. Ils nous parlent tout le temps de santé mentale, etc. Mais là, la santé mentale d'Al-Shahir, on s'en fiche royalement. Ils lui sont tombés dessus à pieds joints. Tous les médias, que ce soit la Fox, que ce soit ESPN, que ce soit CBS, NBC, ABC, et bref, tout le monde lui est tombé dessus. Absolument tout le monde, sans même une once de nuance. Ils sont où les quatre C'est pour ça que nous on amène de la nuance, tu vois. Bon, on n'a pas la même audience que la Fox, mais non, on pourra reconnaître. Aziz pourra nous reconnaître ça au moins. Alors moi je vais répondre à Wake. Tu t'attendais à quoi? Non mais sérieux, non mais tu connais bien le jeu médiatique. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe en Europe aujourd'hui avec, par exemple, en soccer, ce qui se passe avec ce qui s'est passé avec Benzema en France. On en parlait tous les jours dans les médias. Naïsna, on n'en parle pas. Mbappé, on en parle encore aujourd'hui. C'est nawak. Tu sais très bien que c'est le jeu médiatique. Si tu veux pas rentrer dans le jeu médiatique, tu ne fais pas de sport professionnel. En restant dans le foot américain, on peut parler de Kaepernick aussi. Hein. Ah oui, Kaepernick. Alors là, c'est l'exemple parfait. Alors même si Kaepernick, il a pas mal de. Ça devient politique à un moment. Il n'est pas clean dans son histoire, Kaepernick, non plus. Mais en effet, Aziz Al-Shahir, si il s'appelle. Là, on va arriver dans notre sujet touchy, mais il faut appeler un gâteau. Un chat, d'accord. Eine Katze. Si Aziz Al-Shahir s'appelle Aziz Al-Shahir s'appelle, moi je sais pas, Cameron Jordan, ou Flavien Jumeau, Dick Johnson, il jouerait pas déjà en NFL, il jouerait pas, non, et que le quarterback, si on inverse, il s'appelle James Winston, s'appelle Trevor Lawrence et que le quarterback s'appelle Aziz Al-Shahir, il n'y a pas de polémique. Voilà, c'est la question laquelle je venais. Bah, ça pose question quand même. Alors, ça pose forcément question. Je vais être complètement honnête. À partir du moment où j'ai vu le plaquage, 2 secondes après, j'étais dans le Discord de TF1 et je disais c'est une honte. C'est une honte. J'aimerais qu'il soit suspendu pour toute la saison. Moi, c'était mon point de vue à moi. Et clairement, j'ai pas attendu les médias pour l'avoir. Après, là où je suis d'accord, c'est que on en a certainement un peu trop monté. À un moment donné, l'action est faite. Laissons les instances décider. On arrête un peu les conneries. On arrête les débats futiles. Il y a une décision qui a été prise par la NFL. Elle est comme ça. Point. Et c'est tout. À un moment donné, il faut arrêter de polémiquer sur tout. Et rajoutons pas de la polémique à la polémique. Et je veux pas faire dire ce qu'on n'a pas dit. C'est-à-dire qu'on va pas dire que tous ceux qui disaient qu'Aziz Al-Shahir était fautif sont je ne sais quoi, politisés, racistes ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ce qu'on a dit. On s'interroge juste sur cette campagne qui, effectivement, a pris des proportions dingues. Mais Yaya le disait, c'est aussi le jeu des médias du 21e siècle. Malheureusement, il y a des choses comme ça qui sont montées en épingle. Alors, et dans ces cas-là, mais c'est le cas avec tout le monde, tous les sportifs. Après, tu vas toujours rechercher, si sa mère, son père, son grand frère, son grand-oncle a fait quelque chose un jour de fautif pour le monter en épingle. Quoi. Après, je vais enchaîner parce que moi j'ai pas lu Wake le rappelle très bien dans sa vidéo. En plus, Aziz El-Shahir a une histoire vraiment particulière pour le coup. Hein. C'est donc une personne qui a été SDF pendant un bon moment. Donc voilà, il y a une vraie histoire particulière et il y a des médias pour le coup peu scrupuleux qui se sont servis aussi de cette histoire pour dire que c'était un mauvais garçon, quoi, ni plus ni moins. Non, c'est ça. Après les médias aux États-Unis et puis ça a toujours existé. Bien sûr, ça a toujours existé. Vous savez très bien que je couvre la NBA. Il y a des joueurs comme ça, c'est pareil, qui parce que on va dire ce qui est. Il y a la ligue. On sait très bien par qui elle est tenue. Elle est tenue par un clan plutôt d'hommes blancs de plus de 60 ans.
70, tu peux dire 70. Ouais, 70. De toute façon, on sait très bien que la NFL ne s'en est pas cachée, elle est hautement républicaine. Et ils l'ont clairement dit, avec toutes les valeurs que. Et si on s'arrête aux faits, on sait que la NFL penche de ce côté-là, et on sait qu'Aziz Al-Shaair, ce jour-là, dans les causes qu'il voulait défendre, avait des chaussures pour défendre le génocide palestinien et les atrocités qui se passent dans le Moyen-Orient. Voilà, ça c'est un fait. C'est un fait. C'était la cause qu'il avait choisi. Bon, comme par hasard, ce jour-là, après ça, c'est vraiment, bon, pour le coup, ça c'est un hasard qui, pour le coup, fait pas forcément bien les choses, mais qui en ajoute un petit peu, si vous voulez, à tout le mythe qui entoure cette action et ce match. Et voilà, qu'il a choisi de défendre la Palestine ce jour-là, et que il rentre dans un quarterback qui blesse et qui l'envoie en protocole commotion. Et après tout ça, ça lui tombe dessus. Il s'appelle Aziz Al-Shaair, il fait le Ramadan. Enfin bon, c'est non mais c'est vrai, hein. C'est tellement cool. J'aimerais tellement ne pas avoir parlé de tout ça. Mais c'est tellement dans l'air du temps, c'est ce qui se fait. On critique les gens, pas pour ce qu'ils font sur le terrain, mais pour ce qu'ils sont comme personnes. C'est bien pour ça que j'ai tenu à commencer cette émission en parlant uniquement de l'acte et non pas de la personne d'Aziz Al-Shaair, parce que ce qui au final est important, c'est pas ni ce que racontent les médias américains, ni pourquoi, ni pour que, c'est cette action, est-ce qu'elle méritait d'être sanctionnée et est-ce qu'elle méritait d'avoir une exclusion ou pas. Et ça, le débat sur cette action, je l'entends totalement. J'entends il est légitime. Il est légitime. J'entends les arguments qui me disent qu'il doit être suspendu. Moi, je pense que non. Après, on peut avoir une réaction à chaud, comme l'a eu Vince sûrement dans votre Discord à TFA, où il a dit qu'il doit être suspendu pour toute la saison. C'est une réaction, à mon avis, à chaud, mais je peux la comprendre, parce que quand tu vois une action comme ça, t'es choqué. Mais perso, moi, j'ai tout de suite dit, Trevor Lawrence, slide plutôt, protège-toi, gros. J'ai pas envie de te voir comme ça, mais protège-toi, slide plutôt. C'est ma première réaction littérale, c'était ça. Mais c'est ce que j'ai voulu dire à Derek Carr avant qu'il essaie de s'envoler au-dessus de la défense des Giants dimanche, mais bon, il m'a pas écouté. Résultat, il s'est fracturé la main, quoi. Bon, voilà. Et contre les Giants en plus, tu vois. Mais pour revenir sur le débat, je pense qu'on est tous d'accord, tous les quatre d'accord. Le débat sur l'action, il a lieu d'être parce que on peut débattre et on peut avoir ses avis. Par contre, le débat sur comment est traité l'homme, là, pour moi, c'est horrible et ça n'a pas lieu d'être. Ça ne devrait pas exister dans un sport comme ça. Mais encore une fois, c'est le pouvoir médiatique, malheureusement. Et c'est la société qui est devenue comme ça. Aujourd'hui, où on envoie, on jette en pâture des personnes. Donc, et c'est pas nouveau. Ça se fait de plus en plus. Bon, et on peut le regretter. Et on le regrette d'ailleurs, malheureusement. Mais c'est vrai que voilà, tous les médias ne sont pas comme nous, quoi. Voilà, là, on parle pas du tout d'accusation quelconque. Mais c'est vrai que ce que disait Wake est vrai. Personne dans cette affaire-là, enfin peu de gens, on va dire, dans cette affaire-là, se sont inquiétés aussi de l'état de santé mentale et de l'impact que ça pouvait avoir sur Aziz Al-Shaair, mine de rien. Il y a eu quand même une forte campagne. Il y a des gens qui ne le supportent pas. Bon, lui, je sais pas s'il l'a mal pris, parce que visiblement, dans son dernier post, après qu'on ait validé sa suspension, il en a remis une dose sur vous voulez que je sois le méchant, alors je serai le vote méchant. Bon, voilà. Je pense pas forcément la meilleure réaction, d'ailleurs. Non, je pense que c'est pas la meilleure à avoir. Mais après, bon. Là, à mon avis, il faut pas qu'il touche le quarterback en week 18. Il joue contre les Titans, je crois. Non, mais c'est surtout, t'imagines, là, en plus. Il va être dans le collimateur, là. C'est là que c'est d'autant plus gravissime. Ce match d'Aziz Al-Shaair, et ça, je le dis pas dans la vidéo, ça, c'est un petit regret que j'ai. Ce match, il se joue à Jacksonville. Aziz Al-Shaair, lui, est né à Tampa Bay. Il est de Floride. Il va jouer dans son état de naissance. Il avait sûrement de la famille au stade. Maintenant, c'est mort. Sa famille ne pourra plus jamais, ou grand jamais, se rendre au stade de Jacksonville. Ah oui, non, c'est à peu près ça. Parce que là, maintenant, sa famille est en danger si elle va se rendre au stade. Donc maintenant, tu vois, ça reprend des proportions comme ça. Parce qu'on a des idiots, que ce soit dans tous les stades, dans tous les pays du monde, on a des idiots dans les stades. Et là, d'autant plus, quand les mecs sont alcoolisés à 13h, parce que quand même les matchs sont à 13h, les matchs aux États-Unis, les matchs de NFL, en général, les mecs sont alcoolisés à 13h après avoir été à l'église. Il faudra m'expliquer pourquoi. Et puis, ils se rendent au stade et font n'importe quoi. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est d'autant plus grave que la responsabilité des médias est aussi d'apaiser. Et là, elle ne l'a pas fait.
Mais non. Alors là-dessus, écoute, tu sais très bien comment ça marche. C'est devenu. Mais il n'aime pas les médias, Wake. C'est ça le truc. Non, mais c'est devenu, excusez-moi du terme, mais putaclic. Oui, bien sûr. Et le but, c'est de faire du buzz. Donc aujourd'hui, au lieu d'avoir de l'info, de la vraie, faire peut-être un reportage sur qui était Al-Shahir, eh ben, du coup, tu balances. T'as eu du mal à le passer, Aziz Al-Shahir. Oui, t'as eu du mal aussi, là. Enfin, je suis désolé. Alors, Ben Rotlis Cheeseburger, là. Raw Cheeseburger, c'est pas mal ça, Raw Cheeseburger. Demande Al-Shahir. Le double sens, c'est pas mal, un Raw Cheeseburger, parce qu'en plus, Big Ben, il était gros et tout. Raw Cheeseburger, très très fort. Et tu trouves pas que Flav, ça y est, c'est reparti. C'est le sosie français de Big Ben? Ouais, mais sauf que lui, c'est Small Ben, hein, là. C'est Small Big Ben. Hein. Merci, Wake. Quand on n'a pas d'amis, on peut compter sur toi. C'est ça. T'inquiète, je suis là pour toi. Et avoir des amis, et avec des amis comme Wake, t'as pas besoin d'ennemis. Non, ça, c'est absolument certain. Bon, les amis, est-ce qu'on peut refermer ce chapitre Aziz El-Shahir? Est-ce que tout fut dit, je pense? J'aimerais juste ajouter, avant que laisser la parole à Vince, rapidement, faire un petit résumé d'Al-Shahir. Donc, en effet, il a été, après le divorce de ses parents, ils sont allés en HLM, à l'équivalent des HLM aux États-Unis. Son appartement a pris feu. Il s'est retrouvé SDF pendant plusieurs années. Il faisait 2 heures de bus aller, 2 heures de bus retour, rien que pour aller en high school, à l'entraînement. Okay. Il a failli mourir. Il y avait sa grand-mère. Il a sauvé la vie de sa grand-mère ce jour-là aussi. Enfin, et la vie de sa famille, hein, clairement. Donc, s'il joue aussi peut-être dur, c'est parce que la vie l'a rendu dur. Ouais, non, mais et puis il sait que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. En fait. Donc, il joue chaque jeu, chaque match comme si c'était le dernier. Je vais juste dire. Et c'est pas Racine. Que en fait, ce débat-là ne sera pas clos malheureusement, mais il faut le laisser et il faut profiter de la fin de la saison maintenant. Ouais. C'est arrivé. Il faut profiter que les instances se sont prononcées très rapidement. C'est comme ça. Il y a 3 matchs maintenant, point. Et moi, ce que je souhaite, c'est alors pas qu'on l'oublie, parce qu'il faut faire évoluer peut-être cette règle. On en a parlé du fake slide, et j'imagine que c'est là-dessus que tu vas enchaîner, mon cher Flav. Mais non, parce qu'on en a déjà parlé, donc on va enchaîner sur les autres règles. Mais... Voilà, on va sur les modifications de règles, mais en tout cas, voilà, c'est passé. On se concentre sur la fin de la saison. On en parlera peut-être pendant l'intersaison, mais là, profitons parce que cette saison est quand même incroyable et il y a beaucoup de choses à voir, donc profitons. En tenant compte du calendrier, il aurait peut-être pu être, entre guillemets, malin d'aller jusqu'à 4 matchs plutôt que 3 pour justement arriver à la fin de la saison et dire comme ça va retomber pendant l'intersaison. Parce que bon, que t'en mettes 3 ou 4, parce que là, tu vas mettre Will Levis dans le beau. S'il donne 4 et qu'il se qualifie en play-off. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les playoffs pour les. Oui, mais bon, moi, tu sais, je pense Saints, alors les playoffs. Il sait pas ce que c'est que les playoffs. Non, mais en plus, ce qui est la saison, elle s'arrête en week 18 pour moi. Ce qui est incroyable dans cette histoire, pour moi, c'est limite le pire, parce que autant les médias qui lui tombent dessus, bon, comme l'a dit Yaya, ils sont là pour faire du clic, bon, pourquoi pas. Mais la personne qui lui envoie cette lettre, là, John Runyan, enfin. Peut-être que toi, Yaya, tu t'en souviens, après c'était un lineman offensif, hein, donc peut-être que ça te parle pas, mais c'était un joueur des Eagles de Philadelphie. Enfin, je vous invite à regarder son pédigré à lui. La personne qui confirme l'appel, Ramon Foster, je vous invite à regarder son pédigré à lui. Moi, je me souviens de lui, puisqu'il était lineman offensif des Pittsburgh Steelers il n'y a pas si longtemps que ça. Regardez le pédigré des mecs qui ont suspendu Al-Shahir et le faisant passer pour un joueur qui n'a aucun respect pour les règles, aucun respect pour les joueurs NFL. Regardez leur pédigré à eux. Franchement, on est dans le foutage de gueule le plus ultime. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais on dit, tu descends de quelle planète, mon jeune Padawan? La planète Terre. Oui, mais non, mais attends, non, mais attends. Ça a toujours été comme ça. Les retournements de veste, ça a toujours existé. C'est toujours les pires. Regarde, attends, je vais juste prendre. Les plus grands. Alors non, je vais juste prendre un exemple. Ils ont commencé en 45. Non mais attends, mais ça on le sait. Non mais faut arrêter. Non mais là franchement. Non, mais... Mon Yaya, si pour la fin de l'émission tu pouvais aller au bout de tes phrases, parce que si je peux prendre un exemple
Oui, alors, René Bousquet. Sinon, ça va être terrible. Hein. On va pas s'en sortir. Il va nous reparler de ses coudes et on va être mal barré. Bon, les amis, on a donc le meeting de la Ligue actuellement, la réunion de la Ligue avec, comme tous les ans, des choses qui sont lancées à la volée sur les futures règles qui pourraient être mises en place en NFL. On a une règle notamment qui a été, message de Roger Goodell a dit que c'était largement dans les papiers, c'est de faire progresser la ligne sur laquelle va être remis le ballon pour les touchbacks. Il trouve qu'il y a trop de touchbacks encore sur les coups d'envoi et le mettre aux 35 yards au lieu des 30 yards. Donc passer directement les touchbacks aux 35. Est-ce que pour toi, Yaya, c'est une bonne idée? Bah, ça donne pas envie de relancer les ballons. Hein. Bah si, normalement. Bah si tu l'avances. Le concept, c'est justement que t'es... Ah non, c'est ça, c'est l'inverse. On redescend au 25, en fait. C'est l'inverse. Ah, Pardon. Mes excuses. On le redescend au 25. Ah oui, alors dans ce cas-là, effectivement, oui, c'est plus intéressant. Oui, c'est plus. C'est l'inverse. Moi, j'irais même plus loin. Si tu veux, moi, je le descendrais encore plus. Au 5. Voilà. Au 2. C'est-à-dire que si le ballon ne sort pas du terrain, il n'y a pas de touchback, tu dois relancer, quoi. Et dans ce cas-là, tu obliges. Mais pour moi, c'est la seule chose, quoi. Mais ça veut dire que là, il est en train de dire que s'il y a touchback, tu c'est-à-dire que si le ballon est dans la end zone, tu dois relancer. Et que y a pas tu peux pas mettre le genou au sol et pas faire de touchback. Ça veut dire que seulement si le ballon sort du terrain, il y a. On a perdu Wake. Non, mais j'essaie de comprendre Yaya. Non, dictionnaire. C'est très compliqué, tu sais, comprendre Yaya. Tu sais, il y a que les fans de Tailgate qui le comprennent. Et encore. Vous parlez son langage à lui, là parce que moi, Non, pas toujours, mais on hoche la tête. J'ai besoin d'un décodeur, là, pour comprendre. Je coule au fond de celui. Non, mais je sais. Bon, mon vice, toi, tu la mets à combien cette ligne de touchback du coup? J'en sais rien, mais en tout cas, là, c'est clairement. J'en sais rien. C'est clairement une règle que veut mettre la NFL pour limiter justement ces relances. Pourquoi ils vont limiter les relances? Parce qu'en fait, en envoyant tout le temps en touchback, tu vas envoyer à 25. Tu vas reprendre à 25. Donc en fait, tu as beaucoup moins de risques en fait, en envoyant en touchback que de te risquer de te prendre une relance. Donc le kicker va renvoyer loin, il va y avoir moins de relances. Et c'est comme ça. Ces jeux-là, avec de la vitesse, avec de l'impact. Choc frontal. Le choc frontal, ils n'en veulent plus. Ils l'ont clairement dit, ils l'ont expliqué à maintes reprises. Ils cherchent un moyen pour le faire. Et là, ils sont confrontés à justement beaucoup de kicks qui sont faits juste avant la red zone pour forcer une relance, parce qu'ils savent très bien que la majeure partie des relances se font plaquer entre les inverses. Ils disent l'inverse, la NFL. C'est pour ça qu'il y a ce débat entre les 35 et les 25, parce que quand tu écoutes le discours officiel de la NFL, ils disent justement, même le kick-off dynamique était fait normalement pour que les gens relancent plus, parce qu'ils en avaient marre des touchbacks, précisément. Et donc, ils se disent, là, qu'on le mette à 25, qu'on le mette à 35, bref, faut bouger cette ligne pour qu'il y ait encore plus de relances, pour que les gens aient envie de relancer. S'ils le mettent à 35, les kickers vont tout kicker entre les 10 et les 0 yards pour qu'il y ait forcément relance. C'est obligé, ils vont tous s'adapter. S'ils le mettent à 25, les kickers vont tous kicker beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'il y a l'idée de le mettre à 25 et l'idée de le mettre à 35. Voilà. Moi, je pense que la NFL le mettra à 25, malheureusement. Et c'est comme ça. Après, l'idée d'Yaya de dire, tant que c'est dans le si la balle elle est dans l'aire de jeu, end zone compris, on repart des 25. Si elle est derrière, on repart des 35. C'est pas bête. Et si vous voulez avoir des talents en équipe spéciale, je vous conseille d'aller revoir la magnifique action des Cowboys de Dallas. Oui, non, mais sinon, ils font pas de relance, il n'y a pas de coup de pied, et on repart directement au 25. Et ouais, mais tu as le fameux onside kick que déjà ils ont largement nous y annulé, voilà. Et ils essayent d'y repousser.
L'onside kick qui est alors qui est au centre de tous les débats. Bon, clairement, Wake, je sais pas si t'es de mon avis, mais l'onside kick de 2024, il sert à rien. On est d'accord. Bah oui, parce que déjà, enfin, l'onside kick, il est, si tu veux, connecté et lié au kick-off. Vu que le kick-off dynamique est ce qu'il est, on est obligé de déclarer l'onside kick avant. Vu que c'est plus et puis maintenant, il se fait dans certaines règles en plus. C'est forcément au 4e quart-temps, forcément si t'es mené, forcément si... Voilà, tu peux même plus nous faire enlève l'onside kick des Saints au Super Bowl. Tu vois. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça t'enlève des surprise onside kick, tu peux plus surprendre l'adversaire. Moi, qu'il a fait en tout début de match. C'est ça. Après, en universitaire, il y a plein d'équipes qui l'ont fait. Alors en universitaire, c'est différent parce qu'ils ont encore le droit de le faire, mais voilà, le principe, il est là. Les special teams sont vraiment tellement déjà négligés par la NFL parce que tout est fait pour que les special teams soient de moins en moins d'impact sur le match. Parce que ce qui nous intéresse, nous, entre guillemets, quand je dis nous, je parle de façon globale, les fans de NFL, et ce qui intéresse la NFL par essence, c'est l'attaque et la défense. Les special teams, si vous regardez bien, c'est la partie du jeu, la phase de jeu la moins, si vous voulez, hypée, la moins médiatisée, la moins importante pour la NFL. Donc là, ce qu'on est en train de faire petit à petit, c'est que on est en train de tuer les special teams. Et au bout d'un moment, ben, il n'y en aura quasiment plus. On va faire des kick-offs comme littéralement limite en NBA. On va dire, ben, toi, tu as le ballon, tu commences, tu vas faire un toss, et puis toi, tu as le ballon, tu vas commencer sur tes 25 yards, et puis en avant Simone. Quoi. C'est ce que je viens de dire. Hein. Non, mais je suis assez d'accord avec Wake. Le special team est vraiment délaissé. Quoi. Et ils essayent de leur donner un goût, mais... Alors l'idée qui a émergé aujourd'hui, c'est de dire, enfin aujourd'hui, non, elle a émergé depuis des années en fait, depuis qu'ils veulent refaire ce fameux kick-off, c'est d'en fait, parce qu'ils ont pris le modèle, alors que nous on connaît bien en ELF du kick-off, mais c'est un modèle qui a aussi lieu en UFL et Julien qu'on salue pourrait très bien nous en parler de Spring Football News, mais ce coup de pied dynamique en UFL, il n'y a pas d'onside kick. Pourquoi ? Parce que les équipes ont la possibilité de jouer la possession du ballon sur une seule action. C'est-à-dire que s'ils veulent faire leur onside kick à eux, on les met en 4e et 10 sur leur, je crois que c'est leur 25 ou leur 30 yards, leur propre 25 ou 30 yards. 4e et 15, hein, je crois même. Au 4e et 15, ouais. S'ils convertissent la tentative, ils ont le ballon, ils continuent leur attaque. S'ils ne la convertissent pas, le ballon revient à l'autre équipe sur les 25 yards donc pour eux offensifs. Ils sont quasiment déjà en red zone. Donc voilà, c'est une alternative à l'onside kick. Mais l'UFL, après, est-ce que... Et apparemment, c'est en discussion pour l'année prochaine en NFL, parce que là, ils ont pris que la moitié du kick-off, en fait, de l'UFL. Non, mais et puis l'UFL, c'est déjà la mort du kicker, parce que les kickers en UFL ne servent plus qu'à kicker les field goals. Oui, bah oui. Il n'y a même plus en UFL de transformation à un point. Oui, c'est vrai qu'ils ils ont des transformations un peu particulières. Ils ont une transformation à 1 point sur les 1 yard, les 2 yards, sur les 2 yards, et à 3 points sur les 5 yards ou 5 ou 10. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Les équipes, les kickers en UFL ne servent déjà plus qu'au kick-off et au field goal. Ils n'ont déjà plus que ça à faire. Si tu leur enlèves l'onside kick, enfin, je ne sais même pas pourquoi tu paierais. Enfin, tu paierais parce qu'il y a les field goals, mais c'est tout, quoi. C'est tout. L'onside kick, ce devait être une surprise, une stratégie, un pion mis en place pour essayer de récupérer une balle en plus. Là, actuellement, en faisant ça, tu l'annonces, et c'est ça qui me dérange. Alors, c'est pas pour autant que l'onside kick était quelque chose qui marchait tout le temps. Non, récupérer un onside kick, c'était quand même, tu avais 92% de chances de ne pas l'avoir, l'onside kick. Là, c'est juste que les 92% sont passés à 99%. Voilà. Alors, il y en a eu un réussi récemment, c'est les Bears, je crois, contre les Vikings, qui ont réussi, mais voilà, ça a été un coup de billard, ça a touché le pied d'un des Vikings. Et puis, c'est les Bears, hein, donc... Bah là, c'est les Bears qui l'ont récupéré. Et puis, ils ont quand même perdu le match. Mais derrière, bon, bah... Oui, ils ont perdu le match. Oui, mais tu vois, par saison, on a en général 4-5 onside kicks qui sont récupérés par saison. Là, cette année, on va en avoir un ou deux, hein, maxi. Mais même pas deux. Regarde, on est déjà en décembre, il n'y en a qu'un seul.
Celui qu'on a vu, c'était fin novembre. Si tu veux un bon pronostic, demande à Yaya. Est-ce qu'il y en aura un deuxième? Non, et il y en aura un donc. S'il dit non, il y en a un la semaine prochaine, vous êtes tranquille. C'est joué d'avance. On rappelle que mercredi dernier, il nous a dit que les Jaguars ne gagneraient plus une seule rencontre dans cette saison. Ils ont gagné la semaine suivante. C'est depuis que je connais Wake. Moi, je dis ça comme ça. Hein. Alors, petite parenthèse numéro 2, ce sera la deuxième de ce podcast. Je rappelle que Wake vient de nous sortir une semaine fabuleuse en NFL, démentielle, je n'ai même plus de mots. Donc, il y a 2 semaines, le jour où on faisait Thanksgiving. C'était 2 semaines. Ouais, oui, mais parce que t'étais à mes côtés, c'est pour ça. Voilà. C'est surtout Jameis Winston qui a arrosé avec les Broncos. Mais... Alors, c'est vrai, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à Jules. Yaya, fan des Giants, son équipe, Drew Lock, a lancé un pick six qui m'a rapporté une cote à 60 grâce à Demarvion Overshawn. Qui depuis s'est blessé gravement le week-end dernier, mais le pauvre. Et puis il n'est même pas sûr de rejouer en 2025 d'ailleurs. Ah ouais, carrément. Oui. Il a triple déchirure du ligament croisé. Donc PCL, MCL, ACL. Comme dirait Mehdi, il a rejoint Coluche. Il y a au moins 6 à 8 mois d'indisponibilité, plus la rééducation, donc ça peut faire au moins 1 an. Donc ça se trouve, la saison 2025, il est déjà fort. Ah bah oui, puisqu'on est en décembre, c'est vrai. Et puis après, c'est vrai que... C'était déjà fait les ligaments l'an dernier. Et notre ami Jameis Winston qui lance 2 pick six et quasiment 3 pick six, puisqu'il ne faut pas l'oublier. Barton qui a failli remonter un touchdown aussi, des quotas 75. Bon, c'est vrai que là, ça a arrosé depuis mi-novembre. Je suis on fire, comme on dit. Voilà. Et vous pouvez suivre évidemment tous les pronos de Wake sur Wake NFL. C'est quoi d'ailleurs ton pseudo Twitter? C'est Wake D-Teacher. D-Teacher, D-I, Teacher. Wake, ou vous tapez Wake, vous allez me trouver en vrai. Voilà, et pourquoi tu l'as fait en anglais alors que t'es prof d'allemand? Alors, D-Teacher, alors, tu vas pas avoir la ref, parce que t'as pas de culture musicale, mais D-Teacher, c'est par rapport à Vibes Cartel. Là. Voilà, parce que Wake fait de la musique aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Bon, ouais. Un jour, il viendra nous faire un set électro à la mi-temps de notre Super Bowl à nous. Vous aurez le concert qui ne vaut pas grand-chose aux États-Unis et vous aurez celui de Wake. Et oui, nous on a mieux, on a Wake en mi-temps de notre Super Bowl à nous et ça vaut quand même toujours du monde. Est-ce qu'il y a une autre règle, les amis, sur laquelle vous aimeriez que la NFL évolue? Ouais. Il y a un truc, c'est que, et je sais pas comment faire, mais j'aimerais qu'il y ait plus de safety parce que j'aimerais que les Giants gagnent. Je sais pas comment faire. Alors, je te rassure. Tu sais très bien ce que je vais te répondre. On a plus gagné que tes Saints. Pas cette année, mais oui, allons-y. Avançons. Oui, non, j'aimerais bien qu'il y ait une règle qui soit un peu sur les safety, mais comment le faire, je ne sais pas. D'accord, mais tu voudrais quoi? Plus de points, plus de... Ouais, non, plus de safety, parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, les safety. Sinon, on joue à loup. S'il touche le quarterback dans la end zone, bim. Tu sais, t'imagines, c'est chat perché, le machin. 2 points. C'est la balle aux prisonniers, en vrai. Non, mais je trouve ça, le safety, je trouve ça hyper classe. Mais ouais. Oui, c'est parce que t'aimes bien quand ils font comme ça. Ouais, exactement. Ça me rappelle Lawrence Taylor en 87 contre les Broncos. Voilà, fantastique. Mon cher Vince. Alors, on va dire, je vais en citer 3, ça va être long, je suis désolé. On est habitué avec toi, c'est bien la seule chose qui est longue, allons-y. Tu rigoles, j'ai fait 2 mètres de haut, je suis long moi-même. Le premier, le touch push, que je n'aime pas, que je n'apprécie pas, c'est quelque chose c'est un jeu que j'aime pas, voilà. Mais c'est pas contre les règles. Si, parce que en fait, tu peux juste le régler. À partir du moment où tu as un joueur, au football américain, tu peux très bien dire qu'un joueur ne peut pas pousser un porteur de balle. Tu peux le dire. Ouais, mais des fois... alors attends, tu parles sur une action arrêtée, parce que...
Tu pourrais créer une règle comme ça. Oui, bien sûr. Le Oui, porteur bien sûr. de balle ne peut pas se faire pousser par un joueur de sa Ah, propre mais équipe. regarde, nous, contre les Giants, on a marqué sur un groupe pénétrant des Saints pendant 4 yards au moins. C'est ce que je te dis. Est-ce que, voilà, moi, c'est une des règles que je pourrais voir appliquer, parce qu'effectivement, ça, c'est du rugby. Au football américain, il faut se placer devant le joueur pour protéger et avancer. Pour moi, c'est ça. La deuxième règle que je... Parce que les Broncos s'y maîtrisent pas, c'est pour ça. Exactement. La deuxième règle, c'est Oh, j'ai perdu le nom, comme d'habitude, tu me diras, mais le fait de lancer le ballon pour arrêter le temps. Le spike. Le spike, c'est quelque chose que je comprends et qui est très stratégique. Pour autant, ça me dérange dans certaines circonstances parce qu'en fait, ça ne va pas dans le rôle de l'intentional grounding qui fait que, en fait, tu balances un ballon au milieu et tu dis, non, mais là, il n'y a pas intentional grounding. Mais pourquoi ? Qui peut rattraper un ballon quand tu fais un spike ? Personne. Ah, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Oui, de passer entre les jambes du centre, effectivement. Et la troisième, c'est je sais que c'est en discussion du côté de la NFL, mais c'est potentiellement rajouter une deuxième bye week. Bon, c'est pas forcément dans les règles. Donc, c'est rajouter un deuxième bye week et d'obliger les équipes qui jouent jeudi, les équipes qui jouent le jeudi soir sortent de bye week pour éviter des semaines courtes de 4 ou 5 jours. Je trouve que pour les organismes, ça fait beaucoup trop de matchs en aussi peu de temps. Le problème de la double bye week, c'est que tu es obligé de revoir de rajouter une semaine, de passer à 19. Oui, non, mais bon, après, c'est des problèmes avec les diffuseurs télé, les machins, tout, les autres sports aux États-Unis aussi. Bref. T'avais pas parlé aussi, Vince, à un moment du genou au sol? Pour finir avec un... Ah oui, ça c'est... Ouais, mais alors ça j'en avais déjà parlé, mais oui, moi c'est quelque chose qui m'énerve. Ça m'énerve. Tu mets le genou au sol, tu arrêtes le chrono, je sais pas, ça m'énerve. C'est pareil que le spike. C'est pareil que le spike, c'est-à-dire que c'est de la stratégie. Mais putain, finir un match, quand tu sais que tu peux finir un match à 2 minutes, passer le 2 minutes warning, tu peux finir le match, t'as pas de temps mort adverse. Alors certes, il y a la gestion des temps morts, tout ça. Mais putain, c'est con de se dire que tu perds 2 minutes. Alors, on va modérer le langage. Oui, alors, mais ça perd l'hypopète, c'est bête de se dire que je suis tu désolé. peux finir comme ça. Non, mais oui, les 2 minutes de certains matchs, c'est dommage, quoi. C'est dommage. On voit qu'il y a un truc qui t'a attrapé l'oreille là sur... Ouais, parce que j'ai réfléchi, parce que je n'ai pas spécialement préparé cette question, mais une règle NFL que j'aimerais bien voir changer, c'est les pénalités sur, les yards de pénalité sur le pass interference défensif. Parce que ça c'est le plus gros, si vous voulez, la plus grosse injustice de la NFL, c'est que tu peux avoir pass interférence offensive. Alors, il y a quasiment pass interférence offensive sur à peu près tous les catchs de plus de 20 yards. À peu près sur tous les catchs, pass interférence offensive. Ça c'est 10 yards si tu es flagué pour ça. Par contre, pass interférence défensive, c'est spot foul. Donc, on met le ballon au niveau de la faute. Donc, tu peux faire une passe de 50 yards incomplète, incatchable, passe interférence, tu as gagné 50 yards. Donc alors, pour moi, ça devrait être 15 yards de pénalité comme un universitaire. Il y a ou 10 yards de pénalité. C'est plus le fait, effectivement, de mettre là une pénalité alors que la balle n'est pas catchable, ça me dérange beaucoup. Mais normalement, quand elle n'est pas catchable, elle n'était pas. Oui, mais sauf que dans les faits, ils te mettent pas sans interférence. À partir du moment où elle est à moins de 5 mètres, et si t'es les Rams, même quand il n'y a pas d'interférence, on te la compte pas. Mais bon, ça c'est un autre problème, un autre débat pour un autre jour. Mais pour moi, pour moi, elle passe interférence, ça devrait être défensif, ça devrait être 15 yards, ou même pas forcément 15 yards, parce que 15 yards, je trouve que c'est beaucoup. Parce que 15 yards, c'est une faute personnelle. T'imagines que passe interférence, ça peut te coûter plus qu'une faute personnelle. Donc il y a un manque de logique quelque part ici. Ça devrait être, vu que c'est 10 yards en attaque, mais ça devrait être 10 yards en défense. Et moi, il y a juste un truc. Et force down automatique. Après, 10 yards, forcément. Non, si tu es en pénalité et que tu as 15 par exemple et que tu fais 10 yards, oui, effectivement. Mais première automatique, oui, ça me dérange pas ça. Moi, il y a un truc, c'est qu'effectivement, alors après, c'est le jeu, tu vois, mais il y a beaucoup de receveurs, ils jouent plus l'interférence défensive que le ballon. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, il n'y a même plus de possibilité de défendre. Attends, Yaya, pause. Je suis obligé de te stopper là.
Donc là, tu es en train de me dire que les attaquants sont favorisés, mais quand je te parle d'un défenseur qui fait son boulot, t'es pas content. La boucle est bouclée. Non, mais là, il n'y a pas de blessure. Mais non, mais c'est-à-dire que les gars. Non. Mais tu vois un petit peu la contradiction, tu vois un petit peu. Je veux dire, tu es un peu un être contradictoire, si tu veux, dans le principe. Hein. Là, tu es en train de défendre les défenseurs, mais tout à l'heure, tu ne veux pas défendre les défenseurs. Non, mais voilà. Non, mais attends, là, il n'y a pas d'arrachage de tête. Excuse-moi. Excuse-moi. Je vais finir avec une dernière règle aussi. J'y pense aussi. Je sais qu'on Après, j'en ai encore une, mais vas-y. C'est peut-être celle-là. Mais le fait de revoir, de demander le challenge n'importe quand et pour n'importe quelle faute, je vois pas pourquoi. C'est alors réservé à certaines fautes. Ça a été annoncé aujourd'hui même. Ça va être largement élargi pour la saison prochaine, fort probablement. Alors, on sait que les modifications de règles, il faut que ce soit ratifié par les propriétaires NFL, etc., etc. Mais dans les propositions, il y aura notamment le face mask qui pourrait être revu et beaucoup d'autres pénalités qui pourront être revues à la vidéo. On sait qu'il y a eu une polémique. C'était avec les Vikings, si je dis pas de bêtises. C'était Kirk Cousins qui s'était fait arracher la tête dans sa end zone. Là. Non, Darnold. C'était Sam Darnold, pas Kirk Cousins, n'importe quoi. Tu vois, je suis obnubilé par Kirk Cousins. Mais il est gentil, il est tellement gentil. Oh, il est mignon. Et ça vous gêne pas, vous, que il soit mignon? Oui, ça me gêne. Non. Que les prolongations, ce soit pas les mêmes règles en play-off et en saison régulière? Si, c'est pas normal. Moi, je comprends pas qu'on n'ait pas une possession chacun au moins. Je suis désolé. Moi, je trouve qu'ils devraient même pas avoir une possession chacun en prolongation. Une possession, ça devrait suffire. Une possession offensive. Si tu gagnes le toss, Après, tu dois défendre. Ah non, mais oui, mais tu dois défendre, c'est ton job aussi. Je sais pas. Oui, mais enfin, t'as même pas la possibilité de. Non, c'est que. T'as la possibilité. Et en prolongation, t'as le droit d'arracher la tête. Non, mais t'as la possibilité. Alors, les défenseurs, tu sais quoi, Flav? Newsflash, les défenses ont encore le droit de stopper les attaques. Non, mais d'accord. Mais pourquoi tu donnes pas la possibilité à l'autre attaque de pouvoir progresser aussi? Les mecs, ils ont déjà joué pendant 60 minutes. Ils sont déjà cassés dans tous les sens. Dans ce cas-là, tu t'arrêtes sur un match nul. Alors, c'est pas dans l'esprit américain les matchs nuls. Ils connaissent pas ça. Mais par contre, ils le font quand même au bout de 70 minutes. Ils le faisaient au hockey à l'époque. Mais du coup, non, le match de foot américain dure déjà assez longtemps. Pas en termes de temps réel, je te parle de temps effectif. 60 minutes de temps effectif, c'est déjà assez long pour qu'il soit rallongé parce que on a envie qu'il y ait plus d'attaques. Non, les mecs, ils ont une possession. Déjà, même, je suis pour le field goal, tout le match. Enfin. Mais quand playoff, tu t'es enlevé cette règle stupide. Quand tu vois le Bills Chiefs qui s'arrête parce que les Chiefs se marquent sur leur première possession, tu te dis oui, d'accord, ok, merci. Les Bills pouvaient défendre aussi. Mais c'est comme les Bills pouvaient défendre. Mais enfin, ils pouvaient. Non mais d'accord. Mais sauf que ça a aucun sens. Non, c'est pas ça. Mais si, parce que t'as des attaques, t'as des équipes qui sont meilleures en attaque, d'autres meilleures en défense. Donc tu joues sur la faiblesse ou la force de quelqu'un. C'est le but du jeu. Ben non, c'est pas le but du jeu. L'autre équipe doit pouvoir répondre. Là, tu joues sur un coup de dé et c'est pas terrible. Ah oui, dans ce cas-là, tu réunis les capitaines, pile, face, qui gagne, pile, très bien, t'as gagné, merci, au revoir. Blague c'est comme si dans ce cas-là, tu disais que la deuxième mi-temps, tu la reprenais exactement à l'endroit où avait fini le ballon en première mi-temps et avec la possession à l'équipe qu'il avait, quoi. C'est. Non, il y a d'autres équipes qui puntent, c'est normal, qui kick, pardon, et c'est normal. En soi, ça me dérangerait pas, mais c'est un peu débat. Mais en vrai, les prolongations, pour moi, pour le coup, encore une fois, et les prolongations ont déjà évolué. Avant, c'était juste un field goal et ça suffisait pour gagner le match. Maintenant, il faut marquer un touchdown pour tuer le match. On peut quand même encore empêcher l'équipe de marquer un touchdown. Oui, bien sûr, mais tu peux. Mais après, il faut que tu arrives à marquer toi aussi. Donc l'autre équipe a l'occasion de défendre aussi. Tu vois. Mais toi, tu as juste besoin d'un field goal derrière. Donc, les deux ont l'occasion d'attaquer, les deux ont l'occasion de défendre. Comme ça, non, mais regarde, parce que regarde, tu dois attaquer, tu dois marquer, admettons, dans moyenne, tu dois faire 70 yards pour marquer un touchdown sur la première possession. Et sur l'autre possession, si l'équipe adverse, donc elle défend,
et t'empêche de marquer un touchdown, et qui t'empêche même de marquer des points, elle a juste une soixantaine de yards à faire pour gagner le match. Hein. J'ai rien du tout contre le fait qu'on mette une possession pour les deux, et que tu mettes le ballon, par exemple, départ aux 30 yards pour la première équipe, départ aux 30 pour la deuxième, et puis chacun fait son truc. Moi, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais au moins qu'il y ait une équité. Voilà. Bon, ça, c'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Bon, les amis, la week 15 de NFL qui se présente, et d'ailleurs, là aussi, il y a une très bonne vidéo de Wake qui pourra vous présenter toute cette week 15. Je rappelle juste les matchs rapidement. Les 49ers qui vont recevoir les Rams de San Francisco, les Rams de Los Angeles. Ce sera jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi, un match de NFC West particulièrement attendu. Les Browns qui reçoivent les Chiefs, les Titans qui reçoivent les Bengals, les Titans, oui, je viens de le dire, qui reçoivent Cincinnati. Et ça, c'est je sais pas qui écrit dans le chat et ça me perturbe. Les Saints qui vont recevoir les Commanders, les Giants qui vont perdre face aux Ravens, les Panthers qui joueront contre les Cowboys, les Jaguars face aux Jets, les Texans face aux Dolphins, ce sera le match sur M6. Les Broncos reçoivent les Colts, les Lions reçoivent les Bills, les Eagles reçoivent les Steelers, les Cardinals accueillent les Patriots de Wake. Victoire ou défaite pour les Pats ? Victoire. Avec Hunter Henry qui va marquer, bien évidemment. Les Chargers qui reçoivent les Buccaneers, le Sunday Night Football entre les Seahawks et les Packers, et 2 Monday Night Football, le premier entre les Vikings et les Bears, et le dernier entre les Raiders et les Falcons. Il n'y a plus d'équipe en bye week lors de cette 15e semaine. Je rappelle que la deuxième partie de la Red Zone, donc à savoir les matchs entre les Broncos, les Colts, les Lions, les Bills, les Eagles et les Steelers, les Cardinals et les Pats et les Chargers Buccaneers, seront commentés en direct sur le Twitch de TFA par Jean et par Vincent, qui seront là pour vous faire passer cette deuxième partie de soirée dimanche. C'est ça, Vince ? Et quelle deuxième partie de soirée. Là, on va être gâtés. Oui. 5 matchs dont le Bills-Lions et alors le Steelers-Eagles. Le Cardinals-Patriots. Et le Cardinals Patriots. Ouais, je pense que s'il y a un troisième match, le Colts-Broncos est peut-être décisif pour les Broncos pour la qualification en playoff. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Yaya, merci Vince, et je vous invite une nouvelle fois à aller regarder la vidéo, notamment sur Aziz Al-Shair de Wake sur la chaîne YouTube. Voilà, on espère que vous avez pu faire votre opinion sur cette affaire, que vous avez pu apprendre des choses, et on se dit à la semaine prochaine pour parler de la 15e semaine de compétition. D'ici là, n'hésitez pas à écouter les podcasts NBA, NFL, NHL et MLB de TFA et à lire les articles comme d'habitude. Salut tout le monde, très bon week-end à tous. Ciao. Ciao.